présente. Euh, ouais, Donc, je vous rappelle que ces réunions ont un format particulier. Donc, c'est 1 heure, 30 minutes d'exposé, 30 minutes d'échange. Toutes les questions sont permises, y compris celles d'un dossier ou ce que vous voulez. Enfin, il n'y a pas de limite dans les questions. On réserve qu'elles soient suffisamment courtes et centrées pour que tout le monde puisse poser ses questions. Voilà. La formation est enregistrée afin d'être mise à la disposition sur le site. Donc ensuite, effectivement, vous pouvez revoir les éléments si vous en avez oublié ou pas. Je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat, sauf si Christian souhaite s'interrompre par des questions lors de son exposé, il le précisera. Mais moi, pour ma part, je regarderai un petit peu le chat de tout le temps pour, à la fin, poser les questions que vous aurez posées. On a relevé, bien sûr, les questions que vous avez posées à l'inscription. Voilà, merci pour être nombreux, merci pour votre présence. Christian, je te laisse te présenter. oui, c'est bon là. C'est Euh, bon. Bonjour à toutes et à tous, pour être poli. Bon, je m'appelle Christian Lassalle, ça c'est plus un secret pour vous. Je suis médecin, j'étais successivement médecin généraliste, médecin de santé publique, et actuellement j'occupe les fonctions de médecin président du conseil médical. Donc je vais vous parler ce soir, puisque c'est l'objectif de cette soirée, avec un thème qui ne vous a pas échappé, vous concerne directement, puisque vous êtes un peu au cœur de la situation quand il s'agit de demander soit d'un côté un congé de longue maladie ou de longue durée, soit de notre côté un congé pour accident de service ou maladie professionnelle. Donc j'ai préparé un exposé court. On m'a dit 30 minutes, je pense que 15 c'est bien pour laisser vraiment de l'espace aux questions. Parce que bon, j'ai des contacts assez fréquents avec les médecins généralistes par rapport à des patients qui nous sont envoyés. Euh, je sais que c'est pas toujours facile. J'ai été moi-même en cabinet il y a de nombreuses années. Et la réglementation a beaucoup changé puisqu'il y a eu une réforme qui est née le 11 mars 2022, donc c'est récent. Donc je vais vous en parler ce soir. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire en introduction. Et si vous êtes d'accord, on peut commencer à faire l'exposé. Alain, tu me dis. Et 20h04, donc, on y va avec plaisir. on y Est-ce que va. tu souhaites être interrompu s'il y a des questions ou est-ce que tu souhaites Moi, dérouler ce que tu je posais préfère et je garder des préfère questions après? je préfère ta proposition, c'est que tu collectes les demandes et puis on les traite progressivement après mon exposé. Et même on pourra les grouper en fonction des sujets qui seront probablement, comment dire, il y a des sujets qui vont se recouper, d'accord? Voilà. D'accord. Alors, je vais essayer de retrouver mon document. Vous allez me dire si. Est-ce que vous le voyez, mon document là? Pas forcément. Pour Ah, l'instant, il faut non. Voilà. cliquer sur partager. Ouais. Tu l'as Alors, cliqué. partagez. Est-ce que vous le Voilà, ça voyez là? partage. Parfait. Ouais, C'est bon? Ok, parfait. je vais peut-être le mettre en plein écran. Euh, Bon, on va le laisser Diaporama. comme ça. Ça vous va Diaporama, là? je C'est crois. bon? C'est bon Faut pour mettre sur vous? diaporama, je crois. Alors, diaporama. Alors, attends, c'est dans PowerPoint. C'est là où tu es, c'est là où tu étais. Tu l'avais dans l'onglet, hein, Christian. Dans affichage? Oui, voilà. Diaporama. Attends, Diaporama, je... le sixième, C'est bon, septième. je l'ai. C'est bon, je l'ai. Ok, c'est bon. Bon, ben écoutez, on peut y aller, hein, si vous êtes d'accord. Allons-y. Donc voilà, bon, c'est le sujet, hein, la place du médecin généraliste dans les congés. Pour raison de santé des fonctionnaires, j'ai volontairement élargi le champ parce que, en fait, c'est vraiment la question des congés pour raison de santé. Et je vais me permettre de vous rappeler un certain nombre de choses qui paraîtront peut-être très simples à certains d'entre vous, mais je pense que c'est important de les rappeler. Alors d'abord, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, il y a trois fonctions publiques en France, hein. La fonction publique de l'État, la fonction publique hospitalière. Je précise que ce sont les personnels soignants et non pas les médecins. Les médecins, ils ont un statut particulier. Ce qu'on appelle les praticiens hospitaliers ne sont pas dans la fonction publique. Et enfin, la fonction publique territoriale. Aujourd'hui, à La Réunion, pour ce qui me concerne à moi, la fonction publique, ça représente le pôle administration territoriale de l'État, c'est 1200 agents. Le pôle hospitalier, c'est 7000. Et enfin, le rectorat, c'est 24 000 agents. Donc, vous voyez, on a quand même un cheptel, si j'ose dire, de plus de 30 000 fonctionnaires qui viennent devant nous. Alors, il y a bien sûr des agents de l'État, comme on les appelle, des agents publics,
qui sont des fonctionnaires, mais de plus en plus, et je pense que ça sera de plus en plus de contractuels, puisque l'État, en particulier, mais l'hôpital non plus, recrute de moins en moins de fonctionnaires par concours et de plus en plus de contractuels. C'est plus facile à gérer, sans doute, mais je ne ferai pas de commentaires, on n'a pas de gouvernement en ce moment. Alors, les congés de maladie des fonctionnaires, c'est relativement simple. Vous connaissez les congés de maladie ordinaires. Sur une année filante, c'est 3 mois autorisés à plein traitement. Bon, ça c'est clair. Les congés de maladie, c'est un statut particulier. Alors, je vous ferai des références légales à la fin de ma présentation pour que vous ayez les références. Les congés de longue maladie, c'est 3 ans sur certaines pathologies qui sont dites invalidantes et de gravité confirmée, dont une année à plein traitement. Alors, ça a un peu changé le 1er septembre, puisque il y a un an à plein traitement et ensuite c'est plus 50% de traitement mais 60%. C'est un accord avec les syndicats. Ça, c'est les congés de longue maladie. Et les congés de longue durée, c'est 5 ans. Là, il y a 3 ans à plein traitement. Et en fait, il y a peu comment dire, de catégorisation. Il y a les maladies mentales, on en parlera peut-être un peu plus longuement tout à l'heure, parce que c'est un concept qui est assez élargi. Les cancers, ça tout le monde comprend. Le déficit immunitaire acquis, c'est le VIH, hein. Et puis 2 maladies que j'appelle historiques, la tuberculose et la poliomyélite. Et donc cette liste des maladies est fixée par un arrêté du 14 mars 86. Je vous donnerai tout à l'heure la référence pour la retrouver facilement. Ça, c'est la première partie des congés de maladie. Et puis, il y a une autre catégorie qu'on appelle les congés pour invalidité temporaire imputable au service. Ces congés-là, ils sont accordés après reconnaissance d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle jusqu'à consolidation et guérison. On verra de quoi il s'agit tout à l'heure. Alors, comment ça se passe? Vous m'entendez toujours là? Je parle pas dans le vide, hein, c'est bon? Ah non, c'est bon, t'inquiète. Parfait. Alors, comment ça se passe? Alors, on va commencer par les arrêts de travail concernant les congés de longue maladie, longue durée. Je pense que ça va vous parler. Le médecin traitant établit un certificat d'arrêt de travail sur un document CERFA que vous connaissez. Il coche le volet 1, bon, ça c'est le business sécurité sociale. Dans la case correspondance, il doit rédiger et transmettre à l'agent les 2 demandes. Le premier certificat, il est à la destination de l'administration. Celui-là, il fait état de la demande simple de congé longue maladie compte tenu de l'état de santé de l'agent. J'insiste là-dessus parce qu'il n'y a pas normalement d'informations sur la pathologie. Le deuxième, lui, est à destination du conseil médical. Et là, il s'agit d'un certificat détaillé des pathologies de l'agent et qui est à destination, depuis la réforme de 2022, du médecin président du conseil, c'est moi pour l'instant, et il est couvert absolument par le secret médical. J'insiste sur ce sujet parce que c'est un sujet qui est délicat et que les administrations ne comprennent pas toujours. Ce certificat, normalement, il doit être mis sous pli confidentiel et il faut l'adresser par l'agent, enfin c'est l'agent qui l'adresse à son administration ou bien directement au conseil médical. L'administration le transmet. Moi, je préfère qu'on nous l'adresse directement à nous parce que ça évite à certaines administrations d'ouvrir des courriers qui sont confidentiels. Voilà. Ensuite, il y a la deuxième catégorie, c'est les arrêts de travail qui concernent les accidents de service et les maladies professionnelles. La procédure est la même pour ce qui concerne le remplissage du document CERFA, il y a juste le codage qui change. Dans ce cas-là, il n'y a pas de nécessité de remplir un certificat détaillant la pathologie. C'est seule l'indication des constatations sur le document qui suffit, mais elle doit être suffisamment explicite. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure si vous le souhaitez, mais je pense que vous envoyez quand même quelques-uns des déclarations d'arrêt de travail qui concernent les accidents de service. Les maladies professionnelles, c'est un champ plus large. On verra ça tout à l'heure. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Dans tous les cas, cette demande que vous avez faite pour l'agent et que vous avez remise à l'agent, elle est transmise par l'administration au conseil médical. J'insiste là-dessus parce que l'agent ne peut pas nous saisir directement. Donc c'est l'administration d'emploi qui saisit le conseil médical. Dans les cas de demande de congé de maladie longue ou de longue durée, les observations médicales vont faire l'objet d'une instruction que je fais moi, mais que je peux confier à un des membres du conseil, Alain en fait partie, à réception de la demande transmise, et il sera procédé, mais seulement si c'est nécessaire, à une expertise pour décider si la demande est recevable, et il peut passer en l'état au conseil médical pour avis. Dans les cas où la demande concerne un CITIS, suite à un accident de service ou une maladie professionnelle, cette demande fait l'objet d'un dossier dans lequel figure déjà une expertise
je précise que c'est l'administration qui le demande, une enquête administrative et ou un avis du médecin du travail. Je poursuis. Si je vais trop vite, vous me dites, hein, je peux parler plus lentement. Encore et après. Encore après. Le dossier est transmis au conseil médical qui va siéger. Là, on est au cœur de la machine. Il y a deux façons de siéger au conseil médical. La première, c'est ce qu'on appelle la formation restreinte. La formation restreinte, c'est 3 médecins, dont le président. Et ça ne concerne que les congés de longue maladie, longue durée. La formation plénière, qui s'occupe uniquement donc, du reste, c'est-à-dire accident de service et maladies professionnelles, là, c'est plus compliqué, puisqu'il y a le président qui préside, 2 médecins experts qui sont régulièrement là, 2 représentants du personnel et 2 représentants de l'administration. Dans tous les cas, que ce soit en formation restreinte ou en formation plénière, le conseil médical donne des avis et c'est l'administration qui décide. Alors, le conseil médical, qu'est-ce que c'est aujourd'hui depuis les décrets du 11 mars 2022? Autrefois, il y avait un médecin secrétaire. Bon, ça c'est fini. Le conseil médical est nommé par le préfet de la Réunion pour 3 ans renouvelables. Et il est composé uniquement de médecins experts qui sont nommés par le préfet, il manque un S à nommer, sur proposition de l'Agence régionale de santé, qui sollicite pour avis le président du conseil médical et le président du conseil de l'ordre des médecins. D'accord? Le conseil médical lui-même dispose de 4 agents administratifs qui sont soumis au secret médical, qui travaillent sur bonne autorité et qui instruisent la partie administrative des dossiers. La ligne suivante est très importante puisqu'on pourra la détailler si vous le souhaitez. Les avis sont pris en fonction de la réglementation, mais aussi, et c'est important, de la jurisprudence. Les décisions qui font suite aux avis du conseil plénier, dont on a parlé tout à l'heure, accident de service et maladies professionnelles, peuvent faire l'objet de contestation devant les tribunaux administratifs. Par contre, les avis du conseil restreint ne peuvent être contestés que devant le conseil médical supérieur qui siège à la direction générale de la santé à Paris. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les experts? Alors, sans doute certains d'entre vous sont sur la liste des médecins experts, mais je vais le rappeler. La liste des médecins experts est établie et revue tous les 3 ans. C'est le préfet qui désigne les experts, on en a parlé tout à l'heure, enfin je l'ai indiqué tout à l'heure. Tous les médecins peuvent demander à figurer sur la liste des experts, quelle que soit leur spécialité, les médecins généralistes comme les autres. Les experts sont rémunérés par l'administration qui les sollicite. Aujourd'hui, à La Réunion, je dirais malheureusement, certaines spécialités ne sont pas pourvues en experts. J'ai cité 3 d'entre elles, c'est l'ophtalmologie, pas très grave, on s'en sort. La neurologie, c'est plus ennuyeux. La rhumatologie aussi, il y en a quelques-unes autres. Habituellement, l'avis de l'expert est suivi par le conseil médical. Si ce n'est pas le cas, je rappelle que le conseil médical, quelle que soit sa configuration, discute et décide, soit on est 3, soit on est 6, mais on doit absolument motiver cette décision. Je fais une petite incise sur le secret médical parce que c'est non seulement un peu mon dada, mais je pense que c'est le dada de chacun ou chacune d'entre vous. Vous savez qu'il repose sur le principe légal de protection des patients et il est respecté tout au long de la chaîne de transmission des informations médicales. J'insiste parce que il m'est arrivé à plusieurs reprises depuis que j'ai repris cette fonction d'avoir surtout des jeunes médecins que je comprends parfaitement qui me disent mais est-ce que si je vous envoie sur votre messagerie professionnelle mon observation, est-ce que ça va pas être dévié ou non, le secret médical, il est absolu. Et y compris si c'est envoyé à un de mes agents, personne ne transgresse le secret médical chez nous. La Tu parles de réglementation, oui, Je te coupe 2 secondes, hein, Christian, mais tu vas-y, parles bien vas-y. des documents qui sont adressés à l'attention du comité médical C'est sous cela, oui. enveloppe, en complément du document administratif qui, C'est ce que lui, j'ai est dit. envoyé au ministère, et de l'arrêt CERFA, de l'arrêt de travail CERFA comme tout le monde, qui, lui, n'a pas besoin de la mention Exactement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, oui, exactement. Oui, oui, j'étais un peu vite. Mais c'est ce que j'avais Que indiqué ce tout soit à l'heure. bien clair. Oui, oui, c'est bien tout ce qui concerne l'observation détaillée et qui raconte un peu les problèmes médicaux, les pathologiques de l'agent,
qui me permet à moi et à l'équipe qui va examiner le dossier de dire oui, effectivement, on est dans le cadre d'une maladie de longue durée ou d'une maladie, enfin, en congé de longue maladie. Hein. Voilà. C'est l'équivalent du service médical de la sécurité sociale si on était dans le régime général. Si on veut, oui, oui, si on veut, oui, oui, effectivement, la comparaison n'est pas inexacte, absolument. La réglementation prévoit la transmission de données médicales concernant les agents qui demandent à bénéficier de congés de maladie au conseil médical quand celui-ci doit donner son avis. Ce n'est pas toujours le cas. Les avis du conseil médical, je le répète, sont motivés, mais ils le sont dans le respect du secret médical. Alors ça, c'est un peu quelque chose qui n'est pas toujours facile à dire ni à comprendre. C'est-à-dire que quand on fait un procès verbal, on a eu un conseil médical avec Alain et Claude Arvin-Béraud ce mardi, là, on doit motiver notre avis, mais à aucun moment on doit parler de la pathologie. Donc c'est un peu acrobatique, mais enfin on y arrive. Voilà. Les médecins généralistes qui adressent les pièces confidentielles au conseil médical, mais ça Alain vient de le dire, doivent le faire sous PKHT avec, ou par courriel sur messagerie protégée. Voilà. Alors, je termine sur cette dernière diapo parce que je pense que c'est important et comme vous aurez le, le document que je viens de lire et que j'avais construit il y a maintenant un mois et demi, je vous donne la référence de l'arrêté du 14 mars 86, très important, hein, parce que vous y verrez la liste des maladies qui donnent droit automatiquement au congé de longue maladie, elles sont listées. Celles qui donnent droit au congé de longue durée, elles sont listées. Et puis, un article 3 qui dit que quand rien n'est dans ces deux catégories, on peut quand même donner un congé de longue maladie si la gravité de la pathologie est certaine et que l'invalidité de la personne le conduit à ne pas pouvoir travailler. Donc, à lire, hein, c'est un document qui fait une page et demie, c'est très facile à lire. Alors, Tu peux donner le un décret exemple? du... Tu peux donner un ben, exemple de pathologie euh, qui serait invalidante et qui ne attends, serait pas dans la liste? Euh, dans les pathologies invalidantes, il y a tout un tas de pathologies. Alors, j'ai pas l'arrêté sous les yeux là. Je l'ai mis en. J'ai pas l'arrêté Oui, sous les yeux. Il y a des maladies cardiaques, rhumatologiques, oui, oui. immunologiques, etc., etc. C'est ça que tu me demandes? Non, ce que je te demande, c'est justement celles qui ne sont pas dans la liste et qu'on pourrait et pour lesquelles le médecin Oh, pourrait bah, tenter quelque alors, chose. Voilà, donner un exemple bon, concret, si tu alors, veux, de quelque chose qu'on ouais. pourrait prendre en charge dans un CLM, alors que c'est pas dans la liste et que c'était pas forcément évident. Alors, dans le CLM, c'est toute maladie dont j'ai parlé en disant qu'elle est de gravité confirmée et invalidante au point de ne pas permettre à l'agent de continuer son travail, peut rentrer dans cette catégorie, en dehors de celles qui sont listées hein, par spécialité, neurologie, rhumatologie, etc. Ça, c'est pas très ennuyeux. Ce qui est plus ennuyeux, c'est qu'on a une toute petite catégorie de CLD, de congé de longue durée. Et vous avez vu, il y a les cancers et les maladies mentales, c'est 90 ou 95% de ces maladies. Par contre, toutes les maladies chroniques graves, bon, par la Réunion, l'insuffisance rénale chronique terminale, toutes les maladies immunologiques extrêmement graves, la sclérose en plaques, etc., ne sont pas dans le CLD. Et donc, on a là des agents qui vont s'arrêter longtemps et qui, au bout d'un an, vont se retrouver en demi-traitement. Et ça, c'est très, très ennuyeux. Sauf que l'arrêté de 86, il est de 86. Chaque année, on nous promet qu'il va être actualisé et ce n'est toujours pas le cas. Mais bon, on pourra reprendre. Je sortirai l'arrêté de 86 tout à l'heure, si vous voulez. Mais il est très accessible sur le site Légifrance. Je pense que c'est bien que vous l'ayez en fond de dossier, même si, encore une fois, si vous jugez que votre patient, sa maladie est grave et invalidante, vous pouvez le passer. C'est l'article 3. Bon, Si je ensuite, peux, j'ai mis. je vais donner un Pardon? exemple je vais donner un exemple, Christian, pour que tout le Oui, monde vas-y. soit au clair. Un gars qui fait une entorse, qui traînasse et qui fait une algodystrophie et que ça dure et qu'on s'en sort pas, ça peut passer. Parce que ça peut durer plus de 3 mois sur un trouble d'algodystrophie qui traîne, etc., d'une fracture, etc. Donc, c'est pas, il y a la possibilité sur certaines pathologies de demander des prolongations qui sont souvent motivées par la durée, en fait, et la réalité de l'impotence. Oui, oui, absolument. Oui. Alors, juste, bon, j'ai fait court exprès hein, pour qu'on ait le temps de parler. Hein. Euh, quelques sentiments personnels, mais que je partage avec les autres médecins experts qui siègent avec moi. On a actuellement
une augmentation très considérable des demandes de congés longue maladie, longue durée en l'occurrence, pour pathologie psychiatrique, ce qui est noté maladie mentale. Alors là-dedans, il y a un espèce de fourre-tout dans lequel il y a des dépressions qui vont de la dépression légère à la dépression grave. Alors on va rester peut-être sur enfin, je ne sais pas quelle est votre formation, mais une dénomination un peu psychanalytique. Il y a tout l'aspect névrose dans lequel la gravité est difficile à mesurer. Et puis il y a les psychoses. Bon, vous en connaissez. Maintenant, on n'appelle plus les psychoses. Enfin, c'est la psychose maniaco-dépressive est devenue la maladie bipolaire. Enfin bon, les Américains nous ont envahis, donc on ne peut rien contre ça. Mais il y a quand même là un fourre-tout dans lequel on voit, enfin Alain ne siège pas en psy, mais c'est Olivier Dupuis qui est généraliste à Saint-Denis qui siège avec un psychiatre. On voit tout un tas de choses, quoi. On peut aller du deuil simple de la grand-mère à la séparation conjugale qui n'est pas un événement très joyeux dans la vie, mais qui ne nécessite pas, de notre point de vue, un arrêt de travail pendant 3 ans à plein traitement ou même pendant 5 ans avec des agents qui ensuite ne sont pas récupérables. Donc ça, la question de la psychiatrie qui représente à peu près 75% des congés de longue maladie et longue durée actuellement, c'est un vrai problème. Moi, j'en ai parlé à plusieurs reprises à la préfecture, à ma direction. Ça vaudrait le coup qu'on fasse un peu de prévention par rapport à ça. Voilà. Le reste des maladies, pour les accidents de travail, il y a beaucoup d'orthopédie puisque c'est des accidents qui touchent ben, comment, l'appareil orthopédique de chaque agent, beaucoup à l'hôpital essentiellement, hein, chez les aides-soignantes en particulier, les infirmières un peu moins, mais on est vraiment sur une typologie de maladie qui est largement psychiatrique. Voilà. Bon, en gros, euh, moi, j'ai repris le conseil médical en revenant à La Réunion en 2015. On s'est bien structuré, je crois. On a eu beaucoup de problèmes de personnel, mais je ne vais pas vous en parler. On est à peu près stabilisé actuellement. On est disponible. Moi, je suis disponible. Alors, je suis à 25% d'équivalent temps plein, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Mais enfin, je suis disponible quand même dans la semaine. Je pense qu'on fait du boulot qui est honnête. On peut nous arriver de faire des erreurs, mais en tout cas, pour ce qui concerne votre activité à tous, il y a une chose qui est vraiment importante à connaître, c'est qu'on respecte le secret médical dans tous les cas et qu'on est ouvert à l'échange avec les médecins, y compris d'ailleurs pendant les séances de conseil médical, où nous invitons systématiquement, non pas les généralistes parce que vous n'avez pas le temps, mais les médecins du travail à condition que ceux-ci veuillent bien participer, ce qui est le cas presque toujours avec le rectorat, moins avec l'hôpital. Mais c'est vraiment important parce que bon, ce matin, j'ai eu un coup de fil d'un médecin du travail du CHU Sud qui nous a reproché, puisqu'elle était là, d'avoir pris deux décisions qu'il ne comprend pas, mais il était invité à venir siéger, il n'est pas venu. Donc, on verra ça certainement au prochain conseil médical. Enfin, en tout cas, la séance est ouverte. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, j'ai terminé. Je suis prêt à répondre à vos questions. Ok, merci Christian. Donc on a quelques questions. Est-ce que tu peux peut-être rappeler aux maîtres de stage, à nos confrères qui sont là, qu'est-ce qu'on attend comme pièce dans un dossier qu'on envoie? Donc bon, on a bien compris l'arrêt de travail, on a bien compris le certificat administratif, et puis la fameuse enveloppe sous pli confidentiel qu'on va remettre au patient pour qu'il le remette à son administration. Qu'est-ce que tu attends dans ce dossier pour étayer la demande? Voilà, quels sont les éléments dont tu as besoin? Ou dont le comité a besoin, enfin pas toi, mais le comité a besoin, est-ce que tu peux réexpliquer les éléments en 3 lignes? Qu'est-ce qu'on attend et Oui, qu'est-ce qui bon, facilite mais les décisions? ça va être très très rapide. La plupart des médecins généralistes le font. On a besoin de la pathologie principale qui amène à l'invalidité temporaire qui se présente et donc à la, comment dire, à la décision d'un congé de longue maladie. C'est décrit. Alors, beaucoup de médecins aujourd'hui nous font un détail de l'ensemble des pathologies des agents parce que la polypathologie, ça existe quand même beaucoup à La Réunion. C'est important, mais ce dont on a besoin, c'est qu'on ait des éléments concrets sur la pathologie principale, y compris quand c'est nécessaire, des imageries ou, enfin, en tout cas, de tous les examens complémentaires qui sont à votre disposition, en particulier en cancérologie. Parce que, bon, récupérer soit une lettre de sortie d'une hospitalisation en cancéro, c'est important.
récupérer une RCP, c'est très important. Donc, tout ce qui peut renseigner le médecin instructeur ou les médecins instructeurs de manière à ce qu'on passe vite le dossier, parce qu'on a un diagnostic et on peut apprécier la gravité, ça suffit. On n'a pas besoin d'un roman policier. Je vous laisse l'appréciation, mais on a besoin d'éléments concrets en psychopathe. Ok, merci Christian. Je vais te lire quelques questions hein, pour avancer Ouais. sur les questions qui sont posées. Alors, une question sur des congés spécifiques et comment faire. J'ai des demandes pour des arrêts de travail pour accompagner des malades. Donc, l'accompagnement des patients, des conjoints, des enfants ou des parents. Comment faire pour les patients qui sont dans l'administration? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Alors, oui, je peux répondre, c'est totalement hors cadre. Néanmoins, on a j'allais dire, une compréhension assez large, enfin large. On a eu beaucoup de cas de parents qui ont eu des enfants malades, dont d'ailleurs certains, ou même la plupart, ont dû les accompagner en métropole pour des traitements qui ne sont pas disponibles ici. Ça, on dit oui, mais c'est pas prévu. Ça ne peut être exceptionnel et ça ne peut être que compréhensible pour le conseil médical qui voit le dossier. Mais c'est absolument pas prévu par la réglementation. Mais encore une fois, on est souple euh, quand c'est possible, quoi, hein. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais il n'y a pas de, il y a absolument pas de réglementation là-dessus ni de Pas de jurisprudence. texte, hein, parce que je crois que la D'accord. sécurité, qu'en régime général, il y a des choses qui ont été mises en place. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que la question vient. Ouais. OK. Moi, je vois qu'il y a une question sur le mi-temps thérapeutique. Alors, attends, je Vas-y, continue. vas-y. Est-ce que tu Continue. peux reprendre, puisque ça n'a pas été évoqué, titulaire, non titulaire, et donc congé grave maladie et congé longue maladie? Oui. Différence. Quelle est la différence entre les deux? Alors, c'est pas compliqué. Le congé de longue maladie et le congé de longue durée, c'est les fonctionnaires. C'est les agents de la fonction Titulaire. publique. Voilà, titulaire. Le congé de grave maladie, c'est les contractuels. D'accord? Et les contractuels ont des droits limités. Jusqu'à présent, ils avaient droit à 2 ans de congé de grave maladie, c'est-à-dire équivalent au CLM 3 ans, mais seulement 2 ans. L'accord qui a été fait entre les syndicats et le gouvernement, enfin le ministère de la Santé, au 1er septembre, c'est 3 ans comme les autres, avec les mêmes droits. D'accord? Mais ce sont le CGM, le congé de grave maladie, ce sont les contractuels. Il y en a de plus en plus partout, partout, que ce soit dans l'État, à l'hôpital, partout. Il y a de moins Ces en moins de fonctionnaires. contractuels, ces contractuels, à quel régime sont-ils, Christian? Est-ce que c'est des gens Alors, ça finalement à la dépend. Sécu ou est-ce que Alors, c'est ça des gens qui dépend. sont payés par les administrations? Parce que nous, on voit des gens qui sont dans les administrations et qui sont payés par la Sécu. Donc, est-ce que tu peux préciser ça? Oui, alors, Excuse-moi, c'est ça qui est difficile. d'une façon générale, c'est l'employeur qui paye. Ouais. D'accord? Excuse-moi, c'est pas Euh, payé, c'est les congés, les Voilà. congés de maladie qui sont payés. Là où la sécurité sociale va s'y intéresser, c'est quand il y a une invalidité. Pour les contractuels, l'invalidité est du domaine de la sécurité sociale et des médecins conseils. D'accord? Mais tout ce qui concerne congé de longue maladie, enfin congé de grave maladie, c'est nous qui gérons et c'est l'employeur qui paye. Quitte à ce qu'il se substitue à la sécurité sociale, que ce soit remboursé, enfin, peu importe. OK. Autre question. Donc, les passants viennent avec un formulaire. Tu sais, parfois, il y a des formulaires prémoulés sur les CLM. Donc, les gens viennent avec des trucs, demande de CLM, motif, les coches, il faut cocher des cases, pardon. Et puis, ils demandent de mettre la durée, 3 mois, 6 mois. Donc, la question porte à dire, est-ce qu'il y a une durée conseillée? Alors, tu sais que sur Amélie Pro, pour la sécurité sociale, il y a des statistiques qui sont faites sur les arrêts de travail et il est proposé des valeurs moyennes d'arrêt de travail constatées sont pas forcément des recommandations, mais il y a des valeurs moyennes. Qu'est-ce qu'il en est pour ces patients et pour remplir les formulaires en termes de durée, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 2 mois, un mois? Est-ce que tu peux préciser? Alors, de toute façon, le conseil médical ne peut donner que des congés de maladie pour 3 mois ou 6 mois. Donc, 2 mois, un mois, 4 mois, ça n'existe pas. Ça, c'est clair. Ça, c'est la première chose. Après, ça dépend des administrations. Il y a des administrations qui ont des imprimés particuliers, c'est le cas du rectorat en particulier, mais le secrétariat général commun de la préfecture aussi y en a en ce moment. Mais surtout, dans la réforme de 2022, les administrations ont eu des droits élargis. Je m'explique. Avant,
pour un octroi de congé de longue maladie et pour tout renouvellement, le conseil médical, ex-comité médical, était saisi systématiquement. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, le conseil médical n'est saisi que au début, à la fin et quand l'agent est à demi-traitement. Ça veut dire que dans les espaces intermédiaires, c'est l'administration qui décide toute seule. C'est la raison pour laquelle l'administration peut vous saisir directement sans passer par nous, avec des imprimés comme celui que tu viens Vous, ce qu'il faut que vous appréciez, c'est la durée, en sachant que c'est 3 ou 6. Hein. Mais après, si vous avez quelque chose d'extrêmement grave, un cancer diagnostiqué à un stade métastatique, c'est un exemple qu'on voit de temps en temps, hélas, vous pouvez demander 6 mois, 6 mois plus 6 mois si vous pensez que la chirurgie laissera la place à une chimiothérapie, une radiothérapie et peut-être une hormonothérapie chez les femmes. Ça, c'est à vous de juger. D'accord? Mais Est-ce que tu peux c'est rappeler, 3, 6. Ouais. est-ce que tu peux rappeler quand est-ce qu'un agent passe à mi-traitement? Juste un rappel, on en a déjà parlé, mais juste Oui, rappeler oui. les situations où l'agent passe à mi-traitement. Alors, pour le congé de longue maladie, donc arrêté de 86, le premier alinéa, euh, c'est première année temps plein, deuxième, troisième année mi-temps, maintenant 60%. Ça s'est un peu amélioré. Pour le CLD, donc je répète, hein, maladie mentale et cancer, le reste je laisse tomber. C'est 3 ans à plein traitement et 2 ans à mi-traitement. Donc ça fait 3 ans dans le premier cas au total, dont 1 an à plein traitement, et 5 ans pour le deuxième cas, le CLD, donc 3 ans à plein traitement. Alors, en sachant qu'il faut que vous sachiez qu'un agent qui passe de congé de longue maladie première année en congé de longue durée la deuxième et troisième année, il perd son poste. Enfin, il perd son poste. Il ne peut pas revenir, je prends l'exemple d'un professeur des écoles, instituteur, etc. Son poste peut être mis à la vacance. Il ne perd pas son emploi. Il peut être à nouveau mis, mais dans une autre école. Ce qui présente quand même quelques inconvénients familiaux ou autres. D'accord? Voilà, ça, il ne faut pas l'ignorer. Hein. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous dit je veux passer en CLD, vous lui rappelez qu'il prend un risque par rapport à son administration qui peut déclarer son poste vacant. Si je sors du sujet en disant on ne fait pas de CLM, on ne fait pas de CLD, on ne fait rien, le gars il est en CMO, il passe donc, enfin CMO ça veut dire congé maladie ordinaire, hein, ça veut dire du Au droit moins, commun, hein. des arrêts sur une durée maximum, on a dit de 3 mois sur une année existante. Il est à mi-traitement au bout de 3 mois, c'est ça? Pendant combien de temps? Attends, répète-moi Alain, parce que j'ai eu un message qui m'a perturbé en même temps sur mon ordinateur. Répète-moi ta question. Une personne qui est en congé maladie ordinaire de 3 mois, elle Oui. va donc passer à mi-traitement au bout de 3 mois. Elle est à Au moins un mi-traitement, jour, oui. elle a un droit pendant combien de temps? Les 9 mois qui restent. Les 9 mois qui restent. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Et ça veut dire que ces personnes-là, si elles ne mettent pas en place des CLD, enfin des CLM, pardon, des congés longue À maladie, 3 mois et un jour, elles sont en elles demi-traitement. seront à demi-traitement. Voilà. Et tout le monde Alors, comprend ça, hein. le problème, c'est que les administrations ne disent pas, les agents ne sont pas des imbéciles, mais il faut quand même un peu les instruire. C'est-à-dire que le congé de longue maladie, il faut le commencer au deuxième mois du congé de maladie ordinaire si on pense que ça ne s'améliore pas. Il faut aller voir son médecin à ce moment-là. Pour être un peu polémique, mon cher Christian, le délai Je moyen de t'en prie. traitement d'un J'ai dossier, l'habitude. le délai moyen d'un dossier à partir du moment où il l'envoie à son administration, ça oscille entre combien et combien pour que le comité puisse Alors, ça reste un comité, ça se fait. Alors, le conseil médical restreint, alors il y a une question que j'ai vu défiler. Les conseils médicaux se réunissent tous les mois, le mardi pour le plénier, le matin le divers, l'après-midi la psychiatrie, et le plénier le dernier jeudi du mois. Le restreint, on a vu 150 dossiers ce mardi, on en avait vu 200 la semaine dernière, donc on travaille beaucoup, avec beaucoup de psychiatrie, hein, entre parenthèses. Le Merci. délai entre le moment où on reçoit la demande et le moment où on le traite, ça va dépendre de s'il y a expertise ou pas. Moi, j'ai diminué le nombre d'expertises de 50%. Je m'explique très simplement. Quand j'ai une observation extrêmement documentée, d'ailleurs, ça te fait râler quelquefois que tu trouves que le dossier est un peu léger, mais avec des examens complémentaires qui sont au dossier, on passe. On ne perd pas de temps. Voilà. En psychiatrie, c'est plus compliqué. Pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, la gravité de la pathologie, bon, quand la dépression est légère à modérée, qu'on mette quelqu'un en arrêt de travail pendant 3 ans, moi, ça me chatouille un peu. Voilà, bon, c'est le médecin qui ce que ça chatouille, c'est pas le fonctionnaire, enfin, pas fonctionnaire, d'ailleurs, mais peu importe.
Donc voilà, mais on traite vite. Les congés Ah, longue maladie, on les traite vite. Le plénier, c'est plus long. Le plénier, parce qu'un accident de service, il faut que l'administration nous envoie euh, comment dire, la déclaration, mais il faut qu'il y ait une enquête administrative et une expertise. Et c'est l'administration qui la demande. Là, j'ai une réunion jeudi prochain. On a un dossier de 2018. Alors, c'est une exception, mais je vous le donne en toute sincérité, dans l'administration qui était incomplet. On a rappelé à plusieurs reprises à l'administration qui est le rectorat qu'il nous fallait une expertise, expertise, expertise. Ils nous l'ont donné en 2024. Alors, il n'y a pas le feu à la maison, hein. L'agent demande une reconnaissance. L'agent a commencé à travailler. Néanmoins, là, on est contraint par un délai. Si on n'a pas les éléments, on ne peut pas traiter. Safia, si tu faites attention à vos micros, il y a des micros qui sont restés ouverts. Mais, Safia, Gonaël, Ah oui. merci de fermer vos micros. Très bien. Ok, je, donc je quitte la question du temps, je reviens aux questions. Pour un cancer, par exemple, ouais. est-ce qu'on fait un CLD d'emblée ou est-ce qu'on peut faire un CLM qui sera transformé en CLD au bout d'un an si pas de reprise? Tu peux Oui. repréciser? Alors, le congé de longue durée dans les catégories qu'on a citées, hein, en gros cancer et maladies mentales, commence toujours par un CLM. C'est-à-dire le CLM, c'est la première année. Si au bout d'un an de CLM, pour ces catégories de pathologies, il faut continuer, c'est en CLD. Néanmoins, le droit est donné aux patients, on en a vu deux ou trois ce mardi, là, qui disent, moi, je ne veux pas passer en CLD. Alors, pourquoi font-ils ça? Parce que à partir du moment où ils passent en CLD, on ne peut pas revenir en arrière. Or, en fait, on n'a pas le droit de faire deux CLD dans sa vie professionnelle pour la même typologie de maladie. C'est-à-dire, vous pouvez avoir deux cancers différents. Vous n'aurez qu'un seul CLD en cancer. Vous pouvez avoir deux maladies mentales différentes. Vous n'aurez qu'une seule maladie, une seule maladie possible. Je ne sais pas si je suis clair. Ça veut dire que les gens disent, mais je passe en CLM, je poursuis, ils se mettent en demi-traitement, ils ne rentrent pas en CLD, ils se protègent pour un futur CLD éventuel. C'est une tactique, hein, elle n'est pas illégale, hein, voilà. Mais en tout cas, le CLD commence toujours par un CLM, c'est la première année. Mais l'agent peut dire, ben moi je reste en CLM. Alors, on peut peut-être rappeler, Christian, qu'on est là dans le régime des fonctionnaires Oui, et qu'on ne tient pas compte du droit privé que chacun peut avoir pris en prenant une prévoyance complémentaire, hein. C'est-à-dire que oui, c'est exact, c'est juste, c'est juste. justifie La de FGEN, par comprendre exemple, que voilà, il y a des agents qui choisissent prendre par exemple à la c'est ça. FGN des prévoyances qui leur permet d'avoir la première année de CLM payée par leur institution à 100% et qui poursuivent sous un complément de mode privé quand ils ont pris une prévoyance privée. Ça existe aussi, mais ce n'est pas de ça dont on parle aujourd'hui, hein. Mais ça existe pour certains agents. Oui, Mi-temps oui, mais je thérapeutique. suis. Alors, Mi-temps thérapeutique. le mi-temps thérapeutique. Alors bon, d'abord, on ne va pas parler de mi-temps thérapeutique, on va parler de temps partiel thérapeutique. Hein, le temps partiel thérapeutique, les agents y ont droit jusqu'à concurrence donnant. Aujourd'hui, ça ne nous concerne plus. C'est-à-dire qu'un médecin qui dit cet agent pourrait bénéficier d'un mi-temps thérapeutique, la plupart du temps, c'est à l'échéance d'un congé de longue maladie, mais ça peut être d'un congé de maladie ordinaire. L'administration, sur le certificat du médecin généraliste, hein, la plupart du temps, peut l'accorder sans passer par le conseil médical. La seule chose que l'administration doit faire, c'est qu'à partir du moment où l'agent fait plus de 3 mois de temps partiel thérapeutique, l'administration doit demander une expertise. Mais encore une fois, sans passer par le conseil médical. Le mi-temps thérapeutique peut-il être donné dans les suites d'un congé maladie ordinaire? Oui, Le mi-temps absolument. thérapeutique, y a-t-il une durée minimale pour obtenir un mi-temps thérapeutique, ce qui est le cas pour la sécurité sociale dans certains régimes? Alors, pour avoir parlé longuement avec le médecin-chef adjoint il y a quelque temps, au niveau des médecins conseils, ils sont extrêmement rigoureux sur des mi-temps thérapeutiques qui dépassent 3 mois. Ben, chez nous, ça n'existe pas. En même temps, D'accord. je le comprends assez bien parce que le mi-temps thérapeutique est destiné vraiment à ce que l'agent reprenne, d'accord? Et non pas à prolonger un congé de longue maladie d'une façon autre. Ce qui peut être perçu un peu comme ça. C'est-à-dire, on se prend un an de CLM et puis on se prend un an de mi-temps thérapeutique où on est payé à temps plein, hein, mi-temps thérapeutique, hein. D'accord? Ils sont payés pareil. Donc, ils ont 2 ans à plein traitement. Alors, bon, je ne juge pas de l'honnêteté des gens systématiquement, mais c'est vrai qu'il y a cette tolérance à la sécurité sociale. Ils le remettent au boulot assez vite, hein, d'après ce que j'ai compris. Enfin, c'est ce que m'a expliqué l'adjoint, hein.
Est-ce que tu peux parler des quotités? C'est parce qu'on parle toujours de mi-temps, mais on parle bien de temps Ouais. partiel thérapeutique. Est-ce que tu peux Mi-temps, c'est parler 50%. Oui. Bon, bon, on s'adapte, hein. Ça on peut dépend de faire 70-30, on peut faire 80, 40-60, on peut faire… 90. Voilà, enfin, moi, quand on accompagnait les décisions ou les avis, on était très large, hein, en fonction du désir de la personne et de l'accord du médecin traitant. Et puis, ça dépend de la gravité de la pathologie, évidemment. Période de 3 mois, renouvelable 4 fois, c'est ça? Voilà. Alors, par contre, il y a une chose que je vais juste intégrer là-dedans, c'est la question du congé de longue maladie fractionné. Qui est une forme de mi-temps thérapeutique qui n'en est pas un. En fait, dans certaines pathologies, alors je vais prendre des exemples que vous connaissez tous, les gens qui sont sous dialyse, par exemple, hein, ou d'autres pathologies chroniques dans lesquelles les gens qui sont sous chimiothérapie, facile à comprendre, bah, c'est pas mal qu'ils aient un jour où ils ne travaillent pas, quoi. Donc ceux-là, on leur donne un congé de longue maladie, un jour ou 2 jours ou 3 jours, peu importe. On leur donne un congé de longue maladie fractionné, et évidemment, le temps de ce congé de longue maladie fractionné va durer plus longtemps qu'un an. Puisqu'en fait, ce qui est calculé, c'est le nombre de jours d'absence de façon filée sur une durée de 4 ans. Donc ça, c'est possible. En réalité, ça n'a jamais été réellement intégré dans la réglementation, mais on l'accepte parce que c'est vital, quoi, hein. Je veux dire, bon, on ne peut pas faire autrement. Donc on appelle ça un congé de longue maladie fractionné, même si le terme n'existe pas aujourd'hui dans la réglementation. Euh, Une question sur la place du médecin agréé. Quelle est aujourd'hui la place du médecin agréé? Qui est-il? Comment est-il nommé? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux le repréciser? Alors, le médecin agréé, il est beau, intelligent et agréé par le préfet. Non, mais sans blaguer, le médecin agréé, c'est quelqu'un qui est volontaire. Pendant longtemps, on a eu comment dire, des limites. On ne pouvait pas être médecin agréé après 73 ans. Les jeunes médecins, il fallait qu'ils aient travaillé pendant 2 ans ou 3 ans, je me souviens plus, c'est 2 ans, je crois. Tout ça, on l'a balayé, hein. La seule précaution qui est prise, je dis précaution entre guillemets, vous comprendrez qu'il y a un peu d'humour derrière mon propos, c'est que on se met derrière le jugement du médecin président du Conseil de l'ordre et du médecin président du conseil médical qui, en l'occurrence, est extrêmement bienveillant, sous réserve il n'ait pas de raison de vraiment empêcher un jeune médecin de venir comme médecin expert. Nous en attendons le plus possible, hein. C'est une question de temps. Alors, après, il y a une question aussi qui est très délicate et sur laquelle je bataille sans avoir vraiment remporté de victoire jusqu'à présent, c'est qu'il faudrait qu'on puisse organiser une formation à la médecine d'expertise qui existe actuellement à Bordeaux, qui a été dans mon CHU de formation, mais qui malheureusement n'a pas été ouverte aux cours en visioconférence, malgré la bataille que j'ai menée il y a 2 ans. Et donc voilà, alors, aller se déplacer 2 fois 15 jours à Bordeaux pour faire un DU de médecine d'expertise, c'est un peu délicat. Vous avez chacun un cabinet à faire tourner, puis d'autres choses à faire. Moi, j'aimerais qu'on arrive quand même un jour ou l'autre à pouvoir organiser cette formation en visio, ce qui est tout à fait possible. Et, donc je rappelle que le médecin agréé, il est toutes spécialités confondues, hein, du médecin généraliste Oui, jusqu'au absolument, ouais. spécialiste de l'organe. Il faut en faire une demande auprès de l'ARS de La Réunion par un Ouais. courrier simple, et que cette demande est ensuite enregistrée par l'ARS et qu'elle fait l'objet d'une publication dans un arrêté de l'ARS qui permet d'avoir une liste qui est mise à jour plus ou moins régulièrement et que ce dossier est ensuite transmis, comme tu l'as dit, à l'ordre qui le valide ou pas et la liste est publiée. Voilà. Donc ça, c'est effectivement, peut-être que tu peux rappeler son rôle très brièvement. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Ben, le médecin expert, il est saisi soit par le conseil médical, ce qui est d'usage, soit par l'administration, dans les cas d'exception qui ont été introduits par la réforme du 11 mars, et il doit répondre aux questions qui sont posées. C'est pas très compliqué, hein, en fonction du sujet. Enfin, c'est pas compliqué. Les questions sont simples. La façon d'y répondre, c'est autre chose. Mais ça, c'est le boulot du médecin. C'est un peu délicat quelquefois. Mais en général, pour les congés de longue maladie, est-ce que effectivement la pathologie de l'agent relève d'une maladie grave et invalidante empêchant l'agent de travailler? Réponse oui, non. Voilà. Dans les cas d'accident de service, alors ça c'est très délicat, moi je trouve, hein, parce que j'aimerais pas être à votre place la plupart du temps, parce que bon, vous faites un arrêt pour accident de service, c'est un peu compliqué l'accident de service. Vous pouvez constater une pathologie avec un agent qui vient vous voir et qui vous dit j'ai été contrarié par mon chef de service ou je me suis fait insulter par mon cadre hospitalier. Euh,
vous pouvez constater la pathologie, mais vous ne pouvez pas dire, enfin, vous avez le droit de mettre, de demander une reconnaissance d'accident de service. C'est nous qui ferons le boulot derrière. Mais c'est très difficile de porter un jugement de votre côté, forcément, puisque la question de l'imputabilité de la pathologie aux conditions de travail et pour l'accident à un événement exorbitant du fonctionnement normal de l'administration, parce qu'aujourd'hui, des gens qui s'engueulent à l'hôpital, des professeurs des écoles qui se disputent avec leur directrice ou leur directeur, il y en a tous les jours, hein. Si on met tous ces gens-là en accident de service, on peut fermer les écoles et fermer les hôpitaux. Donc, c'est pas facile. Mais néanmoins, vous avez parfaitement le droit de saisir le conseil sur l'imprimé. Et après, nous, on fera notre travail d'enquête et d'expertise, là, vraiment, pour éclaircir la situation. Voilà. Je vais apporter juste un témoignage, ou si d'autres veulent le faire. Il y a beaucoup d'aptitudes en fait, hein, pour les ESH, les AESH. Il y a beaucoup Ouais. d'aptitudes qui sont données, c'est le principal. Et puis ensuite, effectivement, il peut y avoir aussi du contrôle d'arrêt de travail, hein. Il y a des institutions qui sollicitent pour du contrôle d'arrêt de travail. Et puis après, il y a des aptitudes, et effectivement, des dossiers plus difficiles d'arrêt de travail, de maladies professionnelles ou de demande Ouais. d'expertise par rapport à des dossiers qui sont incomplets ou qui ont traîné dans l'administration. Voilà. C'est Alors, rémunéré si je assez peux, mal. ouais. C'est Alors, rémunéré souvent mal. si je peux me permettre, parce que j'ai passé l'après-midi à gérer les dossiers de jeudi prochain. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé dans la réforme, c'est que l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie professionnelle, c'est nous enfin, qui décidons pas parce qu'on donne un avis. Enfin bon, l'avis, il est vraiment important. Par contre, à partir du moment où l'agent est mis en CITIS, pardon, congé d'invalidité temporaire imputable au service, la prolongation ne dépend plus de nous. Excusez-moi. Ça dépendra de vous, probablement, parce que c'est l'administration qui décide on prolonge le CITIS ou non. Et là, le médecin expert, il donne l'avis sans qu'on soit consulté. Sauf s'il y a une contestation, bien sûr. OK. Une autre question. Qui décide du pourcentage du temps de travailler lors d'un temps partiel thérapeutique? Comment est-ce que ça se décide, cette attribution d'un pourcentage du temps partiel? Comment on fait? Qui? L'expert à la demande, l'expert à la demande de l'agent et sur avis du conseiller médical. Donc, OK. la première demande des 3 premiers mois, il n'y a pas d'expertise. C'est le médecin traitant qui dit, je pense qu'il peut travailler à 50%, 70%, ça passe. Après, il y aura une expertise. Est-ce que, alors, une autre question, un CLLD peut-il être fractionné, Oui, pardon. oui, Par oui. exemple, moi, j'ai un CLD, je m'arrête 2 ans, je reprends le boulot 1 an, et puis je reprends mon CLD si j'ai une rechute dans la limite des 5 ans, point d'interrogation. Non, là, il y a plusieurs choses qui se mélangent. Un CLD comme un CLM, il peut être fractionné, mais le fractionnement, il se passe sur le temps du congé. C'est-à-dire, on va travailler 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine ou pas. D'accord? Par contre, les arrêts et les reprises, c'est extrêmement réglementé. Je m'explique. Un congé de longue maladie, il ne peut être redemandé que si l'agent a travaillé 1 an entre deux congés de longue maladie. D'accord? C'est pas possible de faire 2 CLM. Alors, il y a des acrobates, hein, du CLM, hein. C'est-à-dire, je prends 1 an de CLM pour pathologie X et à la fin du CLM, je demande un CLM pour pathologie Y. Ça n'est pas possible. On va te mettre en demi-traitement et tu seras sur le même CLM qu'avant. Le CLM ne se juge pas sur la pathologie, il se juge sur la durée. Je ne sais pas si je suis clair, hein. D'accord? Par contre, on peut avoir 2 CLD qui se succèdent. Alors, un cas très classique, c'est le cas du cancer, hein, où malheureusement, des cancers graves font l'objet d'un CLD qui peut aller à son terme. Et derrière, on peut avoir un CLD pour maladie psychiatrique parce que l'agent est totalement effondré par sa maladie. Ça, on l'a vu souvent et on l'accepte. Et c'est possible. Mais par contre, les petits bouts de CLD, ben, oui, vous pouvez vous arrêter le CLD puis reprendre après, mais ça va s'imputer sur la durée du CLD total. D'accord? À la fin, ça fera 5 ans. Quoi qu'il arrive, on n'est plus vraiment sur du fractionné. L'intérêt du fractionné, c'est que ça fait filer pendant plusieurs années, par exemple sur 1 an de CLM. Si vous travaillez 1 jour par semaine, vous pouvez travailler 4 ans en fractionné. Parce que, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça Oui, augmente la durée globale. d'accord. Et C'est pas c'est forcément, vraiment l'idée. c'était pas forcément la question. Là, tu reviens enfin, mais c'est très explicatif, hein, ce que tu donnes comme information, mais tu parles du congé fractionné.
et la question posée, je pense, était est-ce qu'on peut fractionner un CLD? Voilà, c'était dans l'esprit Bien sûr. c'est ce que tu as dit, Oui, hein, bien tu vois. sûr. Et c'est Bien vrai, sûr. c'est dans la limite des 5 ans, c'est-à-dire on peut le couper, le reprendre dans la limite des 5 ans ou on repousse la limite? C'est pas de couper, ce qui compte, c'est que c'est le temps passé dans la période de CLD. Au D'accord, final, une semaine durant 5 jours. Si tu travailles que 4 jours, eh bien, on va compter, mais dans une limite de 4 ans. Donc, d'accord. il faut faire attention. Ok. Sur la question des congés, des temps partiels, pardon, sur le CERFA, pas de possibilité de mentionner le pourcentage de le temps travaillé. Alors, je ne sais pas quel est ce CERFA. Oui, c'est Euh, très vrai. Tout ce qui n'est pas inscrit sur le CERFA, vous pouvez l'écrire à la main, dans l'observation. Enfin bon, en sachant sur les CERFA, il y a en général 3 documents, si je ne me trompe pas, hein. Il y en a un qui va rester à l'administration, dans lequel il n'y a pas de diagnostic, puis celui qui est derrière le diagnostic. Mais vous pouvez toujours écrire à la main ce que vous souhaitez. D'ailleurs, maintenant, avec les déclarations qui passent par l'ordinateur de la Sécu, là, quelquefois, moi, je suis un peu perdu. Moi, j'aimais bien les CERFA remplis à la main. Parce qu'en général, le médecin généraliste, il écrit, bon, bah, il a un lumbago, enfin, etc., quoi. Des choses qui sont importantes à connaître quand même. ok. Euh, D'autres questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole sur une difficulté ou sur quelque chose? Sinon, je relance le débat. Alors, sur ces comités médicaux, on traite sur dossier, hein, Christian, hein. C'est vraiment des dossiers avec. Donc, on a effectivement un nombre de dossiers qui peut être assez important. Moi, sur celui où je suis, c'est entre 30 et 60 dossiers, on va dire. Et sur la psy, Voilà. c'est beaucoup plus. Et donc, c'est vraiment, on traite sur dossier. Donc, c'est vraiment important dans les documents que vous envoyez que vous puissiez donner des arguments aux gens qui ne vont voir que le dossier, qui ne verront pas le patient, qui ne verront pas rien d'autre que ce que vous allez voir. Donc, c'est important de bien pouvoir qualifier ce qui va être fait, les éléments de diagnostic, l'invalidité qui existe, la durée à faire, parce qu'on peut mettre 3, 6, 9, enfin 3 mois, 6 mois renouvelables une fois, et que bah, les demandes sont souvent peuvent être assez importantes. C'est à vous aussi de les cadrer, les demandes, bien cadrer les demandes. Parce que des fois, il y a des demandes qui peuvent être parfois courtes d'ailleurs, et parfois longues aussi. Euh, voilà, c'est vraiment à l'appréciation du médecin, sachant qu'on est toujours dans le 3-6, hein, ce qui est une Ouais. particularité. Mais on est dans le 3-6 au-delà du CMO. C'est-à-dire que considérez toujours que vos patients, ils ont quand même les 3 mois de CMO qu'ils peuvent utiliser. Mais si on sait que d'emblée la pathologie est grave et qu'elle ne sera pas plus, euh, bon, il ne faut pas hésiter à demander un CLM, bien sûr. Alors, je vois une question sur le chat, là, si tu me permets, Alain, Vas-y. sur le droit à recours. Alors, peut-être que j'ai pas assez bien expliqué. Oui. Tous les avis du conseil médical restreint, c'est-à-dire congé longue maladie, congé longue durée, peuvent faire l'objet d'un appel au Conseil national supérieur. Alors, je vais vous le dire, même si je ne devrais pas vous le dire, dans 95% des cas, le Conseil national supérieur donne le même avis que nous. Parce que bon, on n'est quand même pas complètement sot, mais bon, on peut faire des erreurs, mais voilà. Donc, Ok. mais c'est le Conseil national supérieur, donc c'est de droit, Quel donc on délai? a Quel deux, délai? 2 mois. 2 mois, 2 il faut mois faire pour répondre? 2 mois 2 mois après, pour... non, 2 mois après la date de notification de l'avis, parce que je rappelle que c'est un avis, hein, on ne prend pas de décision. De l'avis, le conseil médical supérieur peut être saisi. S'il n'a pas rendu son avis au bout de 4 mois, c'est non. D'accord? Par contre, dans les conseils, dans tout ce qui concerne les accidents de service ou maladies professionnelles, c'est-à-dire tout ce qui concerne le conseil plénier, c'est le tribunal administratif qui doit être saisi. D'accord? Et là, on est dans le jurisprudentiel, hein. Donc, il y a de plus. Alors, le TA est saisi d'une demande d'annulation de la décision de l'administration. Mais nous sommes concernés. C'est-à-dire que, par exemple, si l'administration a pris un avis négatif, par exemple, sur un compte-rendu que nous avons fourni qui n'est pas documenté, ben, on peut se faire taper, enfin, taper sur les doigts. En l'occurrence, c'est pas vrai, mais on peut très bien dire le conseil médical n'a pas fait son travail. D'accord? Et Pareil, c'est c'est juste. 2 mois. 2 mois pour contester Oui, une oui, décision oui, oui, en oui, c'est pareil. Enfin premier. bon, c'est plus long pour le TA, hein. Normalement, il y a un mois de plus pour les DOM, mais je sais pas si... Enfin bon, de toute façon, Je ne c'est sais pas marqué sur exactement pour le cas, mais je sais pour le conseil médical, mais comment dire,
des recours au TA, on en a. Là, j'ai vu tout à l'heure un dossier qui revient devant nous, c'est sur un plénier où un agent a été victime, c'est un agent du rectorat, hein, pas nommé, qui a été victime d'une maltraitance par son chef de service, lequel a d'ailleurs été condamné par la justice pénale à 1 an de prison avec sursis, c'est exceptionnel. Mais le TA a cassé la décision de l'administration d'emploi qui avait refusé la reconnaissance d'accident de service. Alors que le gars, il est complètement démoli. Donc le TA intervient systématiquement. Alors la difficulté, c'est que vous savez très bien que pour aller au TA, il faut payer un avocat. Enfin, c'est pas vous que je vais l'apprendre, hein. Surtout à ceux qui appartiennent au Conseil de l'ordre. Voilà, le TA, il faut payer. Et les agents n'ont pas toujours les sous pour payer un avocat, c'est très cher au tribunal administratif. 3 000 Donc, euros. hein, ben oui, donc on essaye de rendre les meilleurs avis possibles. Entre 2 et 3 000 euros pour un recours. Ouais. Euh, une question qui est posée, enfin, c'est plus une observation sur la difficulté liée à l'expérience auprès de patients, sur des patients qui sont en congé longue durée pour dépression, avec de très grosses difficultés à la reprise, probablement liées à la longueur. Et les psychiatres ont tendance, enfin, c'est une observation d'un confrère, ont tendance à aggraver l'incapacité de travail. Donc, voilà, une question sur finalement plus on arrête les gens et moins ils arrivent à reprendre après, particulièrement sur les difficultés psychiatriques. Si tu veux réagir, Christian. Ah oui, oui, très volontiers, parce que c'est, comme je vous l'ai dit en début de séance, je suis Et très on préoccupé. reviendra là-dessus, hein. Ah oui, je suis tout à fait préoccupé. Ben, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, hein. Il y a 2 psychiatres qui ont demandé à ce qu'on fasse une réunion en visio qu'on fera le 28 septembre avec les experts, parce que bon, il y a aussi des demandes, j'allais dire, de congés de longue maladie pour maladie mentale qui sont des demandes de convenance. D'accord? Donc, dans la mesure où c'est les psychiatres qui demandent, moi je veux bien en parler avec eux parce que j'ai plein de questions à leur poser, hein. Néanmoins, vous avez raison sur le fond, des gens qui vont mal. 3 ans de CLD, c'est déjà, à mon avis, ils ont beaucoup de mal à se réadapter. Quant à 5 ans, c'est pas la peine, hein. La messe est dite, hein. Même si la gravité de la pathologie n'est pas avérée, je passe sur les grands délires, enfin tout ce qui est psychotique, etc. Mais même sur des dépressions profondes, etc., ben, on les récupère pas. Alors après, sur l'évaluation de l'invalidité, c'est une grille, hein. Alors, je vais quand même faire une incise avant de terminer sur un sujet qui est très important, c'est que aucune maladie professionnelle psychiatrique n'existe au tableau. Vous le savez, ça. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui vient en conseil médical pour demander une reconnaissance de maladie professionnelle pour une dépression profonde par rapport à un incident ou des événements longitudinaux dans son travail, ce n'est pas recevable dans la mesure où ce n'est pas au tableau, sauf, et c'est là que j'interviens sur la question que vous avez posée, sauf si l'invalidité mesurée par le psychiatre est égale ou supérieure à 25%. Auquel cas, on donne une maladie à caractère professionnel, ce qu'on appelle une MAP, ce qui a exactement les mêmes droits. Et je trouve que c'est assez juste, cette réglementation, parce que, en fait, ils ont oublié, enfin, les réglementateurs ont oublié les maladies psychologiques, dont je viens de dire qu'elles sont très, très nombreuses, parce ils ont peur de l'épidémie, hein. On va passer sur le burn-out, le bore-out, et puis tout ce qu'inventent les Américains. Mais il y a des gens qui vont pas bien et qui méritent qu'on reconnaisse, soit parce qu'il y a eu un accident, un incident, une violence, un accident de service, ou là, c'est pas un problème si l'accident est là, mais pour la maladie professionnelle, il faut une IPP de 25%. Je ne sais pas si j'ai été clair, j'espère. Ok, merci Christian. Merci à tous d'avoir participé. Il est hyper important que vous puissiez évaluer cette réunion et répondre aux questionnaires pour qu'on puisse progresser, c'est-à-dire qu'on puisse voir aussi ce que vous en pensez, comment ça s'est passé. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions d'un sujet qui est très important pour les personnes qui ont ces droits de CLM et CLD parce que ça peut vraiment leur pourrir la vie d'être à la fois malade et d'avoir des problèmes financiers ou sociaux. Donc, je crois que la place que l'on a est très grande dans cette démarche administrative. Bon, c'est un peu technique, hein, je suis désolé, mais ça me paraît très important. Et encore une fois, merci d'avoir participé. Je pense que Christian vous laissera son mail, le mien, tout le monde l'a. Il est sur le diapo, hein, mon mail. Vous pouvez me Il est sur le demander s'il y a des... diaporama.
vous pouvez de toute façon poser des questions aux uns et aux autres quand vous êtes dans la difficulté. Vous avez aussi les médecins agréés qui sont pas loin de vous. Vous en connaissez sûrement. La liste est disponible sur le site de l'ARS et vous avez la liste des médecins agréés. Et vous pouvez très bien dans votre environnement leur poser des questions. Ils sont plus au courant que les autres. Ou vous adresser aux membres des comités médicaux ou de ceux qui qui ont l'habitude de faire des expertises pour avoir des infos. Voilà, merci à tous. À bientôt. Merci de m'avoir invité, puis je suis à votre disposition si nécessaire. Bonne soirée. Voilà, attention aux évaluations, hein, envoyez vos évaluations. Vincent vous relancera de toute façon par mail. Vous n'avez pas tellement répondu pour l'instant, hein. Merci. Le lien est dans le chat. Au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Vincent, à bientôt. À bientôt. Allez, je relance pour les évaluations. Ouais, relance pour pour les évaluations. Merci. Allez, à plus. Ciao. Bonsoir à tous. Bonsoir. Au revoir.